Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui est consacré comme tous les jeudis à l'investissement ISR. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser au devoir de vigilance des entreprises. Comment la législation française prend-elle de l'avance sur celle de l'Union européenne et même sur la législation mondiale? Mais quelles limites à la législation actuelle? Nous en parlons avec Cesare Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Bonjour Cesare Vitali. Bonjour Nicolas. Merci d'être venu en plateau vous prêter à l'exercice de nous définir un petit peu ce que c'est que ce devoir de vigilance, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je le rappelle succinctement, le devoir de vigilance, c'est l'obligation pour une entreprise de vérifier que non seulement elle fait attention à un certain nombre de règles que je pourrais qualifier d'éthiques, que ce soit sur la protection sociale, la protection des droits humains ou encore l'environnement, mais c'est surtout le fait de s'assurer que ces règles sont respectées chez elle, mais chez tous ses partenaires ou fournisseurs pour s'assurer que toute la chaîne de valeur finalement respecte ces règles et ce partout dans le monde. C'est bien ça le devoir de vigilance? Tout à fait. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. La loi sur le devoir de vigilance, effectivement, a été approuvée en France en mars 2017. D'accord. Elle oblige pour la première fois les grandes sociétés françaises, c'est-à-dire les sociétés avec plus de 5 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde, à intégrer, identifier et prévenir surtout les risques liés au non-respect des droits de l'homme et des impacts négatifs sous l'environnement qui peuvent être liés à leur activité économique. Et alors là, c'est plus une notion, c'est une loi. Ça date de 2017 et la France est la première en fait à aller aussi loin dans la législation actuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc on définit la taille des sociétés et elle dit quoi d'autre après? Tout à fait. Les grandes sociétés françaises donc doivent publier une fois par an un document qui s'appelle les plans de vigilance. Ces documents doivent contenir 5 catégories d'informations différentes comme la cartographie des risques sociaux et les procédures mises en place par les sociétés pour vérifier que les droits de l'homme sont bien respectés. D'accord. Très important de souligner, vous l'avez déjà dit, que cette activité de contrôle ne doit pas être menée exclusivement dans les sites de la société mère, mais aussi dans les sites de toutes les filiales, mais surtout des fournisseurs et des sous-traitants. Je souligne ces aspects-là, c'est très important à mon avis, parce qu'en fait, souvent, les sociétés qui sont impliquées dans des controverses sociales liées aux droits de l'homme, par exemple, travail des enfants, travail forcé, mais parfois, dans le passé, elles ont caché leurs responsabilités derrière des chaînes d'approvisionnement très complexes et parfois les victimes restent seules à faire face aux impacts négatifs qui ont été provoqués par les sociétés. On ne savait pas finalement. Et donc là, en fait, le droit vient dire, à partir du moment où vous travaillez avec une entreprise, vous avez l'obligation de vérifier comment sont traités les salariés dans l'entreprise. C'est bien ça. Et en plus, la loi sur les devoirs de vigilance est appliquée aux sociétés de tout secteur, si bien sûr elles respectent les ratios dont on a parlé. Bien sûr, donc 5 000 personnes et 10 000 personnes dans le monde, effectivement. Tout à fait. Et cette loi a eu les mérites en fait d'obliger en fait les sociétés à prendre en compte les droits de l'homme dans leur gestion des risques. Donc on est vraiment focus droits de l'homme aujourd'hui. Droits de l'homme, le devoir de vigilance, environnement, droits de l'homme et environnement, d'accord. Et corruption. Tout à fait. Et en fait, d'un point de vue pratique, comment ça marche? En fait, les victimes d'un accident peuvent se faire représenter par une partie prenante externe de la société concernée, comme une association, un syndicat, une ONG. Elles peuvent saisir un juge qu'en fait, en cas de non-conformité, peut obliger la société à mieux respecter justement son devoir de vigilance. Et en cas de non-conformité, les sociétés peuvent être amenées à verser des dommages. Donc ça veut dire que je suis une entreprise française, sans donner de nom, qui a plus de 5 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde, tant qu'à faire, autant cumuler les deux. J'ai un sous-traitant sur un produit spécifique pour une de mes filiales qui est à l'autre bout du monde, mettons, je ne sais pas, aux Philippines par exemple. Si jamais, et même si c'est un petit sous-traitant qui fait un gros chiffre d'affaires au niveau du sous-traitant, mais un petit chiffre d'affaires, enfin, qui fournit un produit qui fait un petit chiffre d'affaires au niveau de la filiale, si jamais j'estime que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans cette entreprise, je peux demander un conseil au sein même de l'entreprise et d'être représenté pour que mon droit soit respecté. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes responsable du respect des droits de l'homme, pas simplement de votre société, mais aussi des fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Mais pourquoi on a fait cette loi? En fait, cette loi est intervenue après un débat de long terme qui s'est alimenté aussi, malheureusement, pour plusieurs scandales, plusieurs accidents. Bien sûr, on ne donnera pas de nom, mais on se souvient de grandes entreprises de retail sur le travail des enfants. Effectivement, on l'a vu dans la presse plusieurs fois quand même. Tout à fait. Les plus connus, probablement, c'est l'accident des Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui malheureusement, pour un accident dans une usine textile, a provoqué la mort de plus de 1100 salariés.
2100 salariés et 2000 blessés. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on travaille avec cette entreprise, on vérifie qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et là, en l'occurrence, c'était qu'ils travaillent dans un lieu qui était sécurisé, ce qui n'était pas le cas. Bien sûr, c'est exactement le cas. Et alors, ça, c'est la théorie. Alors, je rappelle, vous disiez que le plan devait contenir 5 informations. Donc, vous nous avez parlé des risques, mais également des procédures d'évaluation. Puis, il y a évidemment ce que vous nous avez dit, ce mécanisme d'alerte. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a un dispositif de suivi des mesures et évidemment les actions. Il faut prouver en fait, qu'on met en place des choses qui permettent de prévenir finalement les accidents ou autres. Ça, c'est la théorie. Mais alors, il y a le droit français et puis il y a le droit du pays en question. Donc du coup, ensuite, on arrive aujourd'hui réellement à punir des sociétés qui ne respectent pas ce droit-là ou en tout cas à les amener à faire plus d'efforts sur ces sujets-là. Tout à fait. Il y a effectivement des cas pratiques déjà qui ont été concernés par l'application de cette loi. Depuis 2019, nous avons assisté à 11 procédures judiciaires différentes concernant le non-respect du devoir de vigilance. La première société qui était concernée est Total. Laquelle en octobre 2019 a été accusée par plusieurs ONG, dont les Amis de la Terre France. D'accord. Concernant les impacts négatifs sur l'environnement, sur le changement climatique, mais aussi sur les droits de l'homme d'une communauté locale pour un projet de forage lié aux énergies fossiles. En Ouganda, oui, c'est ça. C'est ça, en Afrique. Et la dernière société qui était concernée, par contre, est Suez, qui, comme Total, a été accusée par 4 ONG. Et alors, juste pardon, sur Total, en fait, l'accusation est venue d'une association indépendante, pas d'un sous-traitant, d'accord. Donc, une partie prenante indépendante ou extérieure peut venir attaquer une entreprise et attaquer une société sur son non-respect du devoir de vigilance. D'accord. Et là, en l'occurrence, le non-respect du devoir de vigilance climatique dans un premier temps, et ensuite, effectivement, droits de l'homme. Oui, il y a un procès en cours. Et il y a un procès en cours, d'accord. Et la dernière société, comme je le disais, qui a été impliquée est Suez, qui est accusée par 4 ONG, dont la Fédération internationale des droits humains. Et en fait, ces ONG accusent la société de ne pas avoir mis en place assez de mesures préventives assez rigoureuses qui auraient pu éviter un accident très grave dans une usine d'eau potable au Chili qui alimentait une communauté locale composée de plus de 50 000 personnes. Mais alors, elle est particulièrement drastique, cette loi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être français pour attaquer une entreprise française sur ses activités à l'international. Donc, en fait, n'importe qui aujourd'hui peut attaquer une entreprise française sur non-respect de son devoir de vigilance. C'est exactement le cas. Et la France est particulièrement précurseur en la matière. C'est-à-dire que le droit à une réglementation aussi poussée, on ne trouve pas ça aujourd'hui ailleurs dans le monde, même si l'Europe commence à y réfléchir. On a dit effectivement, et c'est vrai, que la France était les premiers pays à se doter d'une loi aussi spécifique sur les droits de l'homme à faire respecter par les sociétés. Par contre, c'est assez intéressant de souligner qu'après l'expérience en France, d'autres pays ont commencé à réfléchir sur l'adoption d'une loi spécifique sur ces sujets-là. C'était le cas, par exemple, de l'Allemagne, qui, en juillet 2021, s'est dotée d'une loi ad hoc, qui on peut considérer aussi bien plus stricte par rapport à la loi française parce qu'elle est appliquée aux sociétés avec plus de 1000 salariés. D'accord. Ah oui, donc là, en fait, on va étendre le champ d'action de la loi. D'application. Et elle prévoit aussi des sanctions qui peuvent arriver jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. D'accord. Où il y a un autre pays, c'est les Pays-Bas, qui ont approuvé une loi similaire qui, par contre, est limitée au travail des enfants. Mais c'est encore plus intéressant de citer, à mon avis, les débats qu'on a au niveau européen. Oui. Il faut savoir qu'en mars 2021, les parlements européens a approuvé une résolution aux large majorité qui va appliquer une nouvelle loi sur le devoir de vigilance à faire respecter par les sociétés européennes. D'accord. Okay. Oui, c'est ça. Il y a eu les débats. Et le Parlement européen est d'accord pour que ça avance, mais la directive n'est pas encore sortie au niveau de la Commission européenne. C'est ça ? Nous attendons maintenant la Commission européenne qui, d'ici fin octobre 2021, elle doit proposer un projet de législation. Ah oui, donc c'est demain, fin octobre 2021. C'est pas loin. On en reparlera très rapidement. Vous pensez que cette loi peut être encore plus rigoureuse aujourd'hui ? Ben oui, nous sommes tous conscients que... Enfin, pourrait, parce que du coup, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça ? Bien sûr. Nous savons tous qu'en fait, cette loi a eu effectivement la mérite d'obliger les sociétés à respecter les droits de l'homme, au moins à les prendre en compte dans son système de gestion des risques. Par contre, nous savons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, qu'il reste beaucoup de progrès à faire. D'accord. Nous avons analysé, par exemple, un rapport qui a été publié par 2 ONG françaises, Sherpa et CCFD Terre Solidaire. Les rapports s'appellent les radars sur le devoir de vigilance. Et ces rapports ont essayé de faire une analyse sur les niveaux de respect du devoir de vigilance par les grandes sociétés françaises.
Il faut savoir qu'une partie des résultats qui sont soulignés par l'analyse ne sont pas forcément encourageants. D'accord. Il faut savoir déjà qu'environ un quart des sociétés qui seraient soumises aux droits de vigilance ne publient pas leur plan de vigilance. D'accord, ok. Et donc il y a la théorie et la pratique encore. Il y a la pratique encore, voilà. On n'est pas encore là. Et effectivement, il faut savoir qu'en plus, parfois, la qualité des informations fournies et publiées par les sociétés, parfois, comme je le disais, est assez générale et peu détaillée. Parfois, certaines sociétés françaises ne publient pas encore des informations, surtout quantitatives, sur les audits qui sont menés, surtout chez les fournisseurs. Et parfois, les sociétés ne publient pas non plus les résultats de ces activités de contrôle. Donc, parfois, les sociétés limitent encore leur analyse dans leur plan de vigilance à la société mère. Ils ne couvrent pas toute la chaîne des fournisseurs. Donc, il y a l'outil juridique, mais il n'y a pas encore effectivement le suivi qu'il faudrait sur le sujet. Bon, moi, je note que d'ici un mois, on pourra s'en reparler pour voir ce qui se passe au niveau européen. Césarée Vitali, merci d'être venu sur ce plateau Merci à vous pour l'invitation. Pour nous présenter ce devoir de vigilance. Césarée Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.